Touché. Bienvenue dans un épisode spécial puisque nous sommes chez moi, sur ma terrasse. Pourquoi nous sommes sur ma terrasse ? Parce que mon invité aussi est un petit peu spécial. Claire, tu es médecin, médecin urgentiste, médecin généraliste, mais tu es aussi aventurière, tu es aussi photographe, tu es aussi autrice. Et toi, ton dada, c'est d'exercer la médecine dans des endroits les plus insolites du monde. C'est comme ça que je le décrirais. Claire, bienvenue dans Cheminement. Merci beaucoup. Et donc, si nous sommes sur ma terrasse aujourd'hui, et d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai toujours rêvé de faire ça, donc merci beaucoup de me laisser l'occasion de le faire. C'est parce que, comme je l'ai dit, tu es une globe-trotteuse, tu habites en Guyane. À La Réunion. À La Réunion. Et j'ai toujours mélangé les deux dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'y suis jamais allée. Mais t'es pas la seule, il y a des politiques qui les mélangent aussi. C'est vrai. Qui parlent de l'île de Guyane qui n'a jamais existé. Ah, c'est marrant ça. Ah oui, oui. Donc à La Réunion, et du coup tu repars bientôt, donc c'était un peu la seule occasion qu'on avait pour se voir, et bienvenue dans Cheminement. Merci beaucoup. Alors Claire, moi ce que j'aime bien, c'est que tu as décidé de ne pas laisser les voyages, de ne pas te garder que tes voyages pour toi. Tu as décidé de les raconter dans les livres. Tu as sorti le tome 1 alors, je pensais que c'était Docteur Globetrotter. Oui, c'est ça, le tome 1, ouais. Oui. Ah oui, d'accord. Et donc, le tome 2 s'appelle Tour du monde en blouse blanche. Oui, exactement. Dans lequel tu racontes tes aventures. Ouais. Alors, ma première question pour toi, ce serait, tu es médecin, tu es photographe, tu es autrice, tu es aventurière. Qu'est-ce que tu préfères être ? Le mélange de tout ça. En fait, juste pour repréciser un petit peu aux auditeurs, c'est vrai que j'utilise, entre guillemets, mon métier de médecin pour voyager. Donc, c'est vraiment des voyages professionnels avant tout et qui me permettent effectivement de m'ouvrir à beaucoup de choses différentes. Voilà. Ce sont des missions pour lesquelles tu postules, qui peuvent durer quelques mois. Ouais, souvent autour de 2 mois, ouais. Autour de 2 mois. Donc, c'est assez court 2 mois ou c'est assez long dans des conditions extrêmes comme tu le fais ? Ça dépend vraiment des missions, mais souvent, c'est un bon compromis. Ouais, souvent, c'est un bon compromis. Donc on te retrouve, je sais pas, au pôle Nord, on te retrouve à traverser l'océan Pacifique pour transporter des patients qui vont être opérés. On te retrouve dans une centrale nucléaire en Chine. Bateau d'expédition scientifique, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Les cliniques pétrolières en Afrique. Ouais, c'est varié. Est-ce qu'il y a un... Je peux pas m'empêcher de te poser la question. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as en tête plus qu'un autre ? Je sais pas, parce qu'il t'a le plus marqué, parce que c'est celui où tu as dû t'adapter, où tu vois, l'adaptation a été la plus rapide, ou bien peut-être celui que tu as trouvé le plus dangereux ? Il y en a eu plusieurs de marquants, mais celui que je retiendrai le plus, c'est le tout premier en tant qu'étudiante en médecine. Je n'étais pas encore diplômée. Et je suis partie en Tunisie pendant 2 mois, un gros 2 mois. Et donc, juste de découvrir un contexte de soins différent, de découvrir des manières de vivre différentes. En plus, je m'y suis retrouvée pendant le ramadan. C'est vrai que c'était vraiment une révélation du fait qu'on a un mode de vie en France qui est le nôtre et notre recette du bonheur. Mais en fait, il y a d'autres recettes ailleurs dans le monde. Et voilà, j'avais envie de les découvrir. Et ça, quand on te rencontre, d'ailleurs, tu es tellement lumineuse, solaire, ça se voit que t'es heureuse. Est-ce que tu es heureuse dans ton métier ? Ouais. Je me méfie toujours du burn-out, qui est un peu l'épée de Damoclès de tout soignant, mais non, à l'heure actuelle, j'y suis pas. Ok, j'aimerais bien qu'on revienne 2 secondes sur ton parcours et que tu me dises en fait d'où vient ce goût de l'aventure. Alors, je sais, t'en parles un petit peu dans tes livres, mais je me demandais plus, est-ce que, je sais pas, enfant, moi personnellement, je pensais pas, tu vois, au voyage. Est-ce que toi, t'avais peut-être vu des expéditeurs ? Est-ce que c'est Indiana Jones qui t'a donné envie ? Enfin, comment ça, aussi loin que tu te souviennes, ça vient d'où ? Je pense que ça vient de petites BD, de petits livres que je lisais quand j'étais petite. Et moi, du coup, ça s'est construit autour de l'humanitaire, où c'est vrai que je voyais un peu le gros cliché, hein, mais les Blancs qui allaient en Afrique pour sauver les Noirs, entre guillemets. Et donc, je pense que c'est un peu parti de là. Mais après, ça s'est nourri de... Oui, on avait beaucoup de BD sur des personnalités, des biographies quand on était enfant. Et je pense que ça m'a beaucoup nourri, ça. Après, ado, il y avait
l'idée aussi que c'était pas facile l'adolescence et que du coup ailleurs c'est mieux, et j'ai beaucoup construit un peu, je sais même plus si j'en parle dans mon livre, mais sur l'idée qu'ailleurs c'est mieux, et puis finalement quand on commence à aller voir ailleurs, ah bah oui c'est vraiment bien, et ça m'a un peu renforcée là-dedans. Et la médecine alors, c'est venu comment? La médecine, c'est vrai que pour moi c'était une forme d'évidence, ouais. Vers 10 ans, 11 ans, 12 ans, je serais médecin, sans doute à cause de cette petite BD sur l'humanitaire. Mais vers 12 ans, j'ai décidé d'être pilote de ligne, et je ne sais pas comment j'ai eu cette idée. Et avec du recul, je me dis, mais heureusement que j'ai pas fait ça, parce que je me serais vraiment ennuyée dans mon avion, je sais pas. Et puis finalement, heureusement, vers 15-16 ans, en plus j'avais des gros problèmes de vue, donc je pense que c'était pas possible. Mais vers 15-16 ans, je me suis redit, allez, médecin, et j'ai pas eu beaucoup à hésiter. Ok. Donc, tu commences tes études de médecine et là, tu te dis... alors, désolé, c'est peut-être hyper naïf, mais là, du coup, tu te dis... comment on devient médecin urgentiste? C'est une spécialisation? C'est dès le début? Comment ça se passe? Ça a changé en fait. Quand moi j'étais étudiante, il fallait d'abord être généraliste, puis urgentiste. Et moi, j'avais pas du tout envie d'être généraliste, mais c'était le passage obligatoire. Avec un petit pari parce qu'on était d'abord généraliste et après on passait la spécialisation ou pas. Donc si je la loupais, je me retrouvais généraliste. Et maintenant ça a changé en fait. 2 ans après moi, maintenant c'est une spécialité à part entière. Et donc on ne peut plus avoir le double diplôme généraliste et urgentiste. Ok. Donc, tu deviens médecin généraliste. Ton rêve, c'est vers urgentiste. Ton rêve, c'est de travailler chez Médecins sans frontières. À la base, oui. Enfin, en tout cas, ailleurs qu'en France, ouais. Ailleurs qu'en métropole, qui finalement se retrouvera à La Réunion, qui est la France un peu différente, on va dire. Ouais, dans quel sens? Dans le sens que on bénéficie de la langue française, de la sécurité sociale, de nos standards de soins qui sont quand même franchement élevés à l'échelle de la planète, tout en ayant une ambiance différente, la mer, la montagne, une culture assez différente quand même de la métropole. Donc voilà, c'était être en France, mais une France que moi je considère meilleure par rapport à ce que j'attendais, avec plus de mes Meilleur valeurs. que Paris, Claire, c'est ça que tu veux dire, c'est ça? Paris, c'est bien pour que quelques moi, jours. C'est comme ça que tu dis. Je plaisante. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ok. Et donc, tu veux travailler chez Médecins sans frontières, mais ça marche pas. Et du coup, tu te retrouves à travailler autre part. Tu te retrouves à aller en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, ouais. Par exemple. Et donc, non, mais est-ce que tu peux juste raconter c'est vrai que cette histoire est assez marrante de Médecins sans frontières. En fait, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que c'est un peu en tout cas, dans le tome 2, c'est un peu un échec, mais en fait, c'en est pas un. Et c'est ça que j'aime bien, et je trouve que ça fait du bien d'écouter des histoires où, tu vois, t'as un rêve. Enfin, moi, comme tout le monde, on en a plein des rêves. Oups, ton livre est tombé. Parce que oui, vous pouvez aussi retrouver cet épisode filmé, et d'ailleurs, j'espère que vous verrez mon petit chien qui est juste à côté de nous et qui va normalement venir nous faire des petits câlins. Là, c'était aussi un de mes rêves qu'elle soit derrière la vidéo. Et en fait, je trouve que ça fait du bien d'entendre des récits de personnes qui ont eu des échecs, qui ont rencontré des échecs, mais qui ont tout aussi bien réussi. Tu vois, moi, plus jeune, et je pense qu'on n'a pas assez d'exemples comme ça. Je me disais, et je trouve que c'est une mentalité hyper française, si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, c'est que c'est nul, c'est que tu es nul, tu n'y arriveras jamais, etc. Et c'est pas vrai du tout. Et tu es l'exemple vivant que même si ton rêve s'est pas exaucé, finalement, peut-être que tu en as trouvé un autre. Mais qu'est-ce qu'il a, ton livre, dis donc? C'est moi qui l'ai pas envie de mal rester mis. en place. Est-ce qu'il est comme toi? Bien trouvé. Donc, Médecins sans frontières. En gros, ouais, donc c'est vrai que je voulais vraiment faire de l'humanitaire. En fait, Médecins sans frontières demande 5 ans d'expérience avant de pouvoir partir à l'étranger. Donc j'attends patiemment mes 5 ans. 5 ans ou 3 ans? C'était peut-être 3 ans. 3 ans. J'attends, et puis finalement, les démarches, je fais la version brève, mais globalement, ça ne marche pas. Parce que notamment, j'habite à La Réunion et qu'il faut faire l'entretien d'embauche à Paris, parce que, etc. Et donc, c'est comme ça que je vais me retrouver sur un autre plan qui est les évacuations sanitaires en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que moi, je n'aime pas l'image que je suis super Wonder Woman et que je réussis tout. C'est pas vrai. Il y a plein de choses que je loupe, mais finalement, ce qu'on loupe, c'est aussi des opportunités pour faire autre chose. Et puis, ouais, voilà. On va rester sur cet exemple parce que l'histoire est vraiment géniale. Et donc, ce que tu fais là-bas, c'est qu'il y a des patients qui doivent aller soit en Australie, soit
Wallis et Futuna par exemple, et donc toi il y a deux moyens que tu as de les transporter, soit tu le fais dans l'avion commercial, soit tu le fais dans un mini jet. Mais voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment des aventures à suivre. Il y a souvent dans tes aventures, dans tes expéditions, un peu cette notion de danger quand même. Et même toi, tu le touches du doigt, enfin tu en parles de ce sujet. Comment tu arrives à gérer ça? Parce que en fait, en gros, toi, tu es médecin, mais tu dois exercer ton métier dans des conditions qui sont assez difficiles. Parfois, il y a du manque de matériel, parfois, il y a des patients qui vont vraiment pas bien. Donc, comment tu gères ça? Ouais, il y a plein d'aspects, effectivement. Il y a le fait de relativiser beaucoup. Par exemple, quand je suis partie sur la centrale nucléaire en Chine, on m'a dit t'es sûre de toi, etc. Bah non, pas du tout. Et bah, au pire quoi? Au pire, je suis malheureuse, je pleure tous les jours et ça dure 2 mois et je rentre. Voilà. Au pôle Nord aussi, c'était assez extrême. Pôle Sud, ouais, c'était vraiment Le ouais, pôle c'était Sud. extrême. Et effectivement, bah, c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où c'est bien, d'autres jours où c'est plus compliqué. Et en fait, enfin, je trouve que relativiser l'enjeu, ça aide. Par contre, ça, c'est pas valable en médecine, parce qu'en médecine, si ça finit en décès, ça finit en décès, et là, on ne peut pas relativiser quelque chose comme ça. Par contre, on peut faire le mieux de ce qu'on peut faire avec les protocoles existants, avec nos compétences, et puis au bout d'un moment, il faut rester humble, en fait. Je suis médecin et je suis pas Dieu, et donc je fais le maximum, et si la maladie est trop grave, elle est trop grave, et entre guillemets, ça sera la faute de personne. Donc ça aide aussi. Et après, je pense que j'ai un rapport à la peur aussi sans doute différent, enfin, un seuil de tolérance à la peur différent d'autres personnes. Et ça, je remercie mes parents qui nous ont fait grandir vraiment dans un monde assez cool où on allait à la boulangerie tout seul à l'âge de 4 ans avec 3 francs 6 sous dans la poche. Et puis en fait, et puis j'ai grandi à la campagne. Et c'est vrai ils n'avaient pas peur je sais pas, qu'on tombe, qu'on se fasse mal, on grimpait dans les arbres. Et puis si ça arrive, ça arrive. Où est-ce que tu as grandi? En Normandie, dans la campagne. Mm. Donc voilà, ça m'a aidé, je pense. Et puis après, sans doute que c'est un peu dans mes gènes aussi. En tout cas, c'est sûr que tu es débrouillarde, que tu t'adaptes super bien, que parfois tu es même MacGyver. C'est fou en fait. Moi, j'étais choquée par la créativité que tu as, surtout dans des conditions de stress. Qu'on sait que quand on est dans des situations comme ça, enfin peur, stress, angoisse ou autre, souvent le cerveau arrête de, de fonctionner. Et toi, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, ça se finit toujours assez bien. Quand on lit tes livres, il y a plusieurs choses que je voulais te dire. La première, c'est qu'on apprend plein de choses. Donc merci Claire, parce que tu parles de médecine, tu parles de tes aventures, tu parles de géopolitique, tu parles de relations internationales, d'histoire. Ça se voit que tu es hyper curieuse. On te suit parce que tu as toujours envie, dès que tu as des jours off, de t'aventurer, de découvrir des nouvelles choses, bon, quand c'est possible. Donc merci pour ça. Comment tu fais pour faire est-ce que tu fais exprès de faire ce mélange de toutes ces choses? Bah, je pense que moi-même, j'ai tellement de plaisir à découvrir que j'ai l'impression que ça intéresse tout le monde, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Bah, par exemple, de rentrer trop dans les détails de la mine de nickel, bon, au bout d'un moment, c'est trop technique Oui, en on fait. voit qu'il y a une fascination pour la mine de nickel. Moi, je t'avoue que je me dis... En fait, non, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous parlent, on sait pas trop pourquoi, et il y en a d'autres où, tu vois, Oui. c'est plus quand on comprend pas, je trouve qu'on s'intéresse pas. Enfin, tu vois, on se dit, tu vois, si ça accroche pas, bon, au bout d'un moment... Ouais. Non, mais c'est c'est très sûr. intéressant tout de même. Puis il y a la manière de raconter aussi, je trouve, et de questionner. C'est vrai qu'on peut faire une encyclopédie sur, je sais pas, la démocratie, la dictature, mais en fait, de raconter ses réflexions de l'intérieur. Enfin, moi, j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec des gens passionnants qui ont un point de vue et qui l'expliquent. Et en fait, j'ai plaisir à le transmettre aussi. Mais c'est vrai que, enfin, parfois les sujets sont variés, mais parce que moi-même, moi-même, je m'intéresse à des sujets variés. Par contre, il y a d'autres sujets, vraiment, ça ne me passionnera jamais, je crois. Mais ouais, c'est ça qui est fou et ça fait toujours un petit peu ça quand je lis des bouquins et après on parle à l'autrice, enfin c'est quand on a la chance de pouvoir parler à l'autrice ou à l'auteur, on a un peu l'impression de connaître cette personne, donc là j'ai l'impression de te connaître et c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit vraiment, on vit les voyages à travers tes yeux, c'est une vision super personnelle, t'essayes pas de... parce que j'imagine que quand je sais pas, par exemple tu parles, je sais pas, ça peut être les traditions kanak, ok, tu pourrais très bien
bien commencer à nous faire une espèce de masterclass en mode mais est-ce que vous saviez que ça et ça et ça, mais non, en fait tu pioches un petit peu les choses en fait qui j'imagine t'ont le plus touché et puis après tu passes au reste. Donc ça c'est vraiment génial. Et un autre truc aussi que tu fais dans tes livres, c'est que tu parles des gens que tu rencontres. Ouais. J'adore. Est-ce qu'ils ont déjà lu tes livres? Oui, la majorité, ceux dont je parle le plus, je leur en fais part en leur disant que je vais parler d'eux. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils veulent relire pour valider ou pas? Et puis, est-ce qu'ils veulent que je change le prénom aussi Ouais. pour garder une forme d'anonymat? Et puis, voilà, il n'y en a qu'un seul qui a souhaité que je change son prénom. Et puis, en plus, c'était pour plus parce qu'il rêvait de s'appeler de cet autre prénom. Mais sinon, globalement, ça reste les vrais prénoms. Ok, donc ça leur fait plaisir, c'est Ouais. validé. Ouais. Souvent, c'est valorisant en plus. Ouais. Donc on apprend sur tous ces sujets-là et ce qui est génial aussi, c'est que à travers toi, on se dit, alors bon, moi je ne suis pas concernée parce que j'ai déjà une carrière, mais je pense que tous les étudiants, que ce soit en médecine, en santé en général, paramédicale, etc., ce que j'ai senti, c'est en fait, est-ce que vous saviez que vous aussi vous pouviez le faire? Ce qui m'amène à mon autre question, est-ce que tu rencontres d'autres super médecins comme toi, baroudeurs? Alors c'est drôle parce je suis loin d'être la seule, on est plusieurs, mais comme on est tous un peu à droite à gauche dans le monde, en fait on se rencontre peu. Ou alors on se rencontre à l'occasion d'événements un peu phares, typiquement le congrès de médecine d'urgence. Mais par contre on est vraiment plusieurs et on est en relation au sein d'un réseau qui s'appelle la Société française de médecine en milieu isolé. Une toute petite association. Ouais. Ok. Ouais, voilà, donc on essaie de faire un peu des webinaires, etc., pour se connaître entre nous, parce que vraiment on a des parcours proches, et puis parfois on se succède sur la même mission, mais on se rencontre pas toujours. Ouais. Et du coup, quand tu es avec ces gens-là, tu as l'impression d'être fait du même bois qu'eux. Ouais, clairement. Vous avez un peu les mêmes histoires et tout Ouais, et puis on a des anecdotes, et puis on se refile des bons plans, et ouais. Et parfois même d'ailleurs aussi les questionnements de notre famille, parce que tout le monde ne comprend pas ce mode de vie, et donc oui, c'est clairement ça nous rapproche, ouais. Ils vous disent quoi, votre famille? Alors il y a le côté le rapport à la peur, justement, on peut nous renvoyer me renvoyer en tout cas que bon, c'est quand la fin en fait de cette de cette crise d'adolescence à partir visiter à droite à gauche, et Ça quand est-ce que s'appelle une carrière, mais d'accord. Bah voilà, je comprends, hein, ça reflète certaines peurs en fait, mais c'est vrai que c'est des valeurs différentes en fait. Voilà, on peut accorder plus ou moins de place par exemple au fait de vouloir faire une famille, ou d'accorder de la place à l'aventure ou à la découverte. Voilà, c'est des modes de vie différents, hein. Voilà une des choses qu'on peut nous renvoyer. Après, le sentiment de fuite aussi, c'est vrai que je pense que beaucoup de voyageurs, on leur a reproché l'idée de fuir un peu le quotidien. Et c'est vrai que moi, je conteste formellement cette idée, parce que je trouve qu'au contraire, on se retrouve vraiment encore plus dans ces moments-là, plutôt que dans une espèce de routine où on ne se pose pas forcément 1000 questions sur la suite, parce qu'elle est installée. Bon. Et alors, ils t'apprennent quoi ces voyages? Parce que donc on a parlé de comment t'es tombée là-dedans en fait un peu, mais tu continues. Donc malgré parfois le danger, malgré les conditions qui sont pas faciles, parce que de temps en temps, enfin, tu vois, j'ai retenu un truc, mais parfois tu fais des choix qui sont un peu contre ta personnalité, genre t'as peur en avion mais tu vas quand même choisir la mission où tu dois être dans un avion tout le temps, donc tu t'y retournes. Pourquoi? Qu'est-ce que tu apprends avec tes voyages? C'est quoi le truc le plus important? Enfin, on a l'impression que c'est un peu comme une drogue, quoi. Ouais. Bah, il y a un peu de ça, oui. Je pense qu'il y a une forme d'addiction à l'adrénaline, et puis à la découverte, et au incroyable. Ouais, une addiction à l'incroyable. Et puis après, qu'est-ce que ça m'apprend? C'est vrai que ça me booste. Ça me permet de ne pas rentrer dans aucune routine, parce que finalement, quand je reviens quand même régulièrement à l'hôpital public à La Réunion, en fait, c'est des périodes transitoires qui ont une fin et qui reviennent régulièrement. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de renouveau perpétuel. Et puis après, je suis vraiment contente d'apprendre, de découvrir, et donc de découvrir le nucléaire, de découvrir le monde pétrolier, de découvrir l'Antarctique, etc. Ouais. Comment ça t'est venu l'écriture? T'as eu l'idée toute seule de raconter tes voyages, ou c'est des gens qui t'ont dit mais arrête de rien nous dire et raconte-nous tout? C'est venu de ado, j'écrivais énormément mes petits journaux intimes là, avec toutes mes émotions et mes pétages de câble perso. Trop bien. Et en même temps mes coups de grande joie aussi. Et après, quand je suis partie aux Antilles, c'est mon ex qui m'a offert un cahier de voyage qui était magnifique, et je me suis dit allez, je le remplis. Et donc j'ai écrit un peu consciencieusement un jour sur deux, et puis petit à petit je me suis dit mais je pense que finalement ça devient intéressant. Là je me retrouve à bord d'un bateau d'expédition scientifique, donc j'ai continué, et puis de fil en aiguille j'ai eu cette idée de faire un livre, mais il y a quand même très très peu d'auteurs qui sont publiés.
Donc j'ai eu l'idée, je l'ai transcrit en version Word, mais sans trop y croire. Et puis finalement, il y a un éditeur qui m'a suivi et donc je le remercie. Mais voilà, donc c'était pas tellement une demande des autres, mais plutôt voilà, mes cahiers de voyage qui puissent servir à d'autres, effectivement. En fait, c'est que parfois, il y a un tel niveau de détail que c'est ça aussi qui est super bien fait. Tu sais, on se demande, mais est-ce que tu écrivais au fur et à mesure ou est-ce que tu fais ça de mémoire. En tout cas, voilà, le rendu est trop bien. Alors le tome 1, c'était clairement au fur et à mesure, c'était mes vrais cahiers de voyage. Et le tome 2, c'est beaucoup plus de mémoire. Et c'est plus dur en fait, parce qu'il faut se rappeler effectivement. Mais Ouais, mais tu vois, du coup, moi, j'ai eu accès qu'au tome 2 et je me disais, ouais, c'est d'une précision et je pense que j'aurais pas été capable parce que, en fait, il y a ce qui se passe, mais il y a aussi ce que tu ressens beaucoup. Bon, après, on sent qu'il y a un peu enfin, on avance dans le temps, enfin, je sais pas, on te dit au revoir, tu es en train de te baigner, et puis après, j'imagine que ça recommence une semaine plus tard. Mais bon, en tout cas, c'est hyper bien fait. Est-ce qu'il y a, du coup, il y a une maison d'édition qui te suit? Ok. ouais. T'as eu des conseils de la maison d'édition jusqu'à quel point entre la première version et celle qui est publiée? Non, je crois que c'est chaque auteur qui a accompagné sans doute différemment, mais moi, c'est vrai qu'ils m'ont rien demandé de corriger du tout. Alors certaines demandent de reprendre des passages entiers ou des chapitres entiers, moi pas spécialement. Ça te prend du temps de celui-là par exemple, ça t'a pris du temps de l'écrire? Ouais, ça prend. Alors j'ai regardé sur internet, je crois que c'est 1000 à 1500 heures à écrire, c'est énorme. Donc Ouais. moi, quand je suis à la Réunion dans le quotidien, je ne peux pas, et puis j'ai pas la tête à ça. Par contre, quand je suis dans des endroits un peu isolés, avec une espèce de petite bulle où j'ai pas 1000 trucs à faire, typiquement là, le deuxième, je l'ai écrit sur la centrale nucléaire en Chine. Bah là, j'ai mon espèce de bulle de créativité qui vient. Et donc c'est un endroit hyper porteur parce que finalement, j'ai pas le coucher de soleil, les copines à voir et le travail, etc. C'est quoi ton anecdote? Tu parlais tout à l'heure que quand tu étais avec tes homonymes, un peu, il y avait des histoires de fous que vous racontiez. C'est quoi l'anecdote qu'on t'a racontée qui t'est pas arrivée la plus folle et après la tienne? Alors qu'on m'a raconté sur la Nouvelle-Calédonie, en fait, les patients de Wallis et Futuna sont très costauds, enfin souvent très obèses, et en fait, ils rentrent dans un petit avion. On doit les évacuations sanitaires à bord d'un tout petit jet avec une petite porte, et donc malheureusement, parfois, ils restent bloqués dans la porte, ce qui est inimaginable, mais on est obligé de passer en diagonale, etc. Et donc, il y a une collègue qui m'a raconté qu'un patient restait bloqué dans la porte. Il était dans le coma avec une machine qui le faisait respirer et une perfusion qui faisait passer le médicament sédatif en continu. Et donc, il pousse, etc. Et au bout d'un moment, ils finissent par le faire rentrer, mais la perfusion s'arrache. Personne ne s'en rend compte. Et donc, le gars se réveille avec cette machine qui le fait respirer. Donc là, c'est catastrophe parce qu'il essaye d'arracher la machine lui-même. Il sait pas qu'il est... Ouais, panique à bord. Et donc, il faut le reperfuser en catastrophe. Sauf que très obèse égale hyper dur à perfuser. Et donc là, ils ont vraiment, vraiment eu peur. Mais voilà, ça s'est bien fini. Ah ouais. Heureusement que ça s'est bien fini. Ouais. Donc conditions extrêmes et puis oui. On te forme pas, j'imagine, à ça pendant tes études, quoi. Bah, clairement, là, c'est de la débrouillardise à fond et c'est faire le mieux avec ce qu'on peut faire. Et voilà, typiquement, là, c'est pas dans les livres. Enfin, on fait vraiment ce qu'on peut. Et puis après tout, si ça finit mal, ce serait vraiment la faute à pas de chance quand même parce que cet avion est trop petit par rapport au gabarit de la personne, quoi. Ça avait pas été spécialement pensé pour, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ok, et le voyage, ton voyage préféré, ça peut être aussi hors travail? Hors travail, je pense que mon voyage préféré, ça restera l'Antarctique. Là. C'est le tout dernier, je suis revenue en mars, mais ça reste vraiment, vraiment incroyable de se retrouver dans les immensités blanches, en plus en tracteur, à travailler sur un tracteur. Et puis, on a vécu du moins 40 degrés. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est l'expédition de toute une vie, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce voyage? L'Antarctique, je pense, je me suis retrouvée la seule femme pendant 3 mois, quasiment. Et donc ça, c'était pas facile. Ouais. Dans quel sens? Moi, je suis très copine et j'aime beaucoup raconter mes petites histoires, etc. Et c'est vrai que les hommes ont un fonctionnement différent, même si ils ont leur richesse propre. Mais du coup, ça me manquait. Et puis, même les communications étaient difficiles, le téléphone était difficile, Internet aussi. Et donc, c'était difficile de compenser par autre chose. Voilà. Et puis, je pense qu'au niveau de la sensibilité aussi, pour Noël, j'ai voulu décorer la caravane où on passait nos journées. Et puis, c'est vrai que c'est pas forcément la sensibilité masculine en Antarctique. Et on m'a dit, mais Claire, qu'est-ce que tu nous as fait là? Pardon.
Et d'ailleurs, ce voyage, tu le racontes dans un épisode des expertes de la santé. Donc, Ouais. si vous ne connaissez pas ce podcast, eh bien, je vous invite à aller l'écouter. Est-ce que tu as pensé à faire un podcast? Alors oui, j'ai eu l'idée de faire un podcast, mais c'était vraiment plus sur la vulgarisation des maladies. Où je trouve qu'il n'y a pas assez de... Je trouve que le très bas de gamme, on le trouve en ligne, etc. Le très haut de gamme est beaucoup trop technique pour être compris. Et par contre, le moyen de gamme, un peu comme c'est pas sorcier, mais en fait, ça existe peu. Alors je pense que quand même, ça se développe avec Insta. Mais ouais. Bah, je suis en cours de partenariat avec l'ARS pour développer ça. Trop bien. Ouais. Félicitations. Ok. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de l'interview. Je pense que ce qui serait bien, c'est que je te laisse carte blanche pour parler à des étudiants en santé qui ne savent pas en fait qu'on peut avoir à ta vie. Donc là, ils t'écoutent. Qu'est-ce que tu leur dis? Ouais, clairement, en fait, j'avais envie de voyage, mais je connaissais que l'humanitaire pour voyager. Et donc, je rêvais beaucoup d'humanitaire, mais en fait, le métier de médecin est recherché terriblement partout, en France, à l'étranger, etc. Surtout quand on aime bouger, vraiment, il y a 1000 possibilités. Il n'y a que l'imagination qui est la limite, en fait. Hein. Après, on me demande régulièrement comment faire. Ben, c'est vraiment du bouche-oreille. C'est de parler, d'échanger avec des collègues qui ont bougé. Alors, le plus facile, entre guillemets, c'est les dom-toms pour commencer. Mais si on aime la découverte et l'aventure, c'est pas si compliqué que ça voilà. Est-ce qu'on peut te contacter si jamais on a des questions? Ouais, avec grand plaisir, ouais. Ah, Ouais, ok, trop sympa. Et bah écoute, je mettrai tout ça dans le texte de description de l'épisode. ouais, carrément. Est-ce que pour terminer, il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Bah, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Et puis, bravo pour ton podcast aussi. Bah merci. Non, pour finir, je voulais te poser une dernière question. Où étais-tu ce matin? J'étais en Espagne pour des vacances. Et où seras-tu dans une semaine? Dans une semaine, je serai de retour à La Réunion, à l'hôpital public, aux urgences. Ok, bon, bah écoute, vraiment un grand merci d'être venu jusqu'à moi. C'était un honneur de pouvoir te rencontrer. Je suis sûre que cette interview va intéresser énormément de personnes. Et bah, je te souhaite bon vent. Et j'espère pouvoir lire plein d'autres de tes livres où tu raconteras plein de nouvelles aventures. Ok, ça marche, avec plaisir.